On vous disait que tout s'accélère. Des réactions des alliés de l'Ukraine, des partenaires européens de la France. L'effet de surprise passé après cette déclaration du chef de l'État. On attendait le chancelier et aussi des réactions venues, vous en doutez, d'Allemagne. Olaf Scholz vient de dire à l'instant: pas un soldat européen et pas de troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. La chose est claire. C'est le même son de cloche aussi pour le Premier ministre grec et son homologue suédois. On va les entendre tous les deux s'exprimer ces dernières heures sur les chaînes nationales publiques de leur pays. Il n'est pas question d'envoyer des forces européennes de l'OTAN en Ukraine. Une question qui n'existe pas pour la Grèce et qui, je crois, n'existe pas pour la grande majorité de nos homologues. Une telle question n'existe pas et je pense que cette discussion détourne l'attention de l'essence de nos efforts pour soutenir réellement l'Ukraine en ce moment. Ce n'est pas du tout d'actualité. Il n'y a pas de demande des Ukrainiens. Pour l'instant, nous sommes occupés à envoyer du matériel avancé à l'Ukraine. Voilà, vous faites bien de le souligner, Anne. Et si, justement... Il y a une petite demande quand même. Oui, il y a une petite, voire une grosse demande. Allez, comme si cela ne suffisait pas, on vous le disait, Scholz dit pas de soldats européens, pas de troupes de l'OTAN sur le terrain. Voilà ce que dit il y a quelques instants le secrétaire général de l'OTAN. Mais il n'est pas prévu que des troupes de combat de l'OTAN soient présentes sur le terrain en Ukraine. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en violation flagrante du droit international. Selon le droit international, l'Ukraine a le droit de se défendre et nous avons le droit de la soutenir dans l'exercice de ce droit. Et c'est exactement ce que les alliés de l'OTAN font et continueront à faire. Magali, on voit que tout le monde n'est pas derrière Emmanuel Macron. Les Polonais le suivent, mais il y a certains pays qui ne le suivent pas du tout. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fissure depuis hier. Non, mais même Donald Tusk, vous parlez de la Pologne, dit à l'instant, non, on n'envisage pas d'envoyer des troupes. Mais en fait, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est pas demain on envoie des troupes. Et en plus, il l'a bien précisé, il n'y a pas de consensus. Bon, alors ça, au niveau du consensus, on voit qu'en effet, le consensus n'est pas là, ça c'est certain. Mais l'idée, encore une fois, c'était de ne se fermer aucune porte, de maintenir cette ambiguïté stratégique dont parle le chef de l'État. Le problème, c'est que en fait, cette déclaration qui est en train de faire le tour du monde, parce que ça fait la une des journaux du monde entier, du New York Times, vraiment, on attend juste la réaction américaine. On en parle absolument partout, et c'est vrai que ça donne l'impression que ça y est, on y est prêt. Alors que, encore une fois, comme le disait le colonel, on parle pas de troupes combattantes, on va le voir, mais d'envoyer des renforts sur le terrain, mais plutôt à l'arrière, pour aider au déminage, pour aider à la réparation de matériel, la logistique. On va le voir dans un instant, Laura. Donc c'est de ça dont il est question. C'est pas de troupes combattantes, mais on voit bien en effet que tous les dirigeants là prennent le micro pour rassurer les opinions publiques en disant non, attendez, voilà, on va pas demain aller mettre des troupes au sol en Ukraine. Donc, mais encore une fois, le problème, c'est le message que veut envoyer la France, et là qui est brouillé par ces réactions qui sont très très disparates. Oui, mais Natalia, c'est un discours que Poutine, depuis 2 ans, n'avait pas entendu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui lui dit, grosso modo, si vous continuez comme ça, on utilisera peut-être les mêmes moyens que vous. Moi, j'ai l'impression que les hommes politiques d'aujourd'hui ont un syndrome d'Instagram. Et peut-être que la France cherche de regagner sa popularité ou sa position dans le monde, sa grandeur. Parfois, la clé de popularité est dans le silence. L'exemple de Zaloujny, par exemple, qui n'a fait que très très peu de déclarations et qui est très très populaire. Parfois, peut-être qu'il faut ne rien dire. Parce que cette déclaration, j'ai l'impression qu'elle a fait l'effet... Donc Emmanuel Macron aurait dû s'abstenir. Je pense qu'avant de faire ce type de déclaration, il faut être sûr que ça va être bien interprété. Parce que quand Duda dit non, la Pologne quand même, celle qui était
à 200% avec l'Ukraine. Oui, Maintenant, tout le monde dit mais non, on est obligé d'expliquer le bon désir de cette déclaration, le bon sens de cette déclaration. Donc parfois, peut-être qu'il faut effectivement... Ça manque de concertation, selon vous ? Je pense. Surtout que la semaine dernière, quand Piotr Pavel, qui est donc le Tchèque qui était avant le chef de l'OTAN, qui a dit qu'il a trouvé en Corée du Sud un demi-million d'obus et que la France a dit non, parce que c'est nous qui donnons les obusiers, ça doit être nos obus à nous, mais ça va être dans un an. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que la France, d'un côté, ne veut pas des obus qui peuvent être livrés tout de suite, parce qu'elle veut du français, qui va être livré que dans un an, et d'un autre côté, on jette la levure dans les toilettes. Parce que c'est ça un peu Nicolas, la conséquence de cette déclaration. Vous le sentez comme ça ? Enfin, je suppose que non. Je pense qu'il y a eu effectivement... Le vrai sujet, c'est que ça n'a pas été suffisamment explicité par le président. Encore une fois, moi je défends l'idée de manière longue, encore une fois de manière ancienne. Je crois qu'il faut être aussi très précis. Il n'y a pas de nécessité, en tout cas, même si c'est un jour cet envoi de troupes pour sécuriser la zone, pour un certain nombre d'opérations, il n'y aurait pas un besoin que l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OTAN y participent. On peut parfaitement faire cela sur la base d'un volontariat. Et si les Allemands ou les Grecs ne veulent pas y aller, les Allemands et les Grecs n'y veulent pas. Ce qui est important de manière opérationnelle, c'est malgré tout qu'on ait un certain nombre de pays qui soient présents. Le deuxième risque, d'où, à mon avis, l'explication du discours de Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Si on envoie des troupes de pays de l'OTAN dans un pays tiers et que ces troupes sont attaquées par la Russie, eh bien, l'État dont les troupes sont attaquées peut parfaitement invoquer l'article 5 du traité de Washington. Et là, les États-Unis notamment, qui sont quand même le contributeur majeur à l'OTAN, savent très bien qu'ils seraient les premiers à être impliqués dans les conséquences qui exposerait l'activation de cet article 5. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'attendre, ça va peut-être arriver pendant qu'on parle d'ailleurs, la réaction du côté de Washington, qui donnera, je pense, le tempo. Alors, on vous a promis les différents stades. Il y en a 3, on va aller voir avec vous comment cette intervention, cet envoi de troupes au sol, Laura, pourrait prendre corps. Mais avant cela, expliquez-nous comment a été perçue cette annonce d'Emmanuel Macron par les experts qu'on reçoit souvent sur notre plateau, Laura. Quand j'ai entendu Emmanuel Macron, je suis tombée de l'armoire. La phrase est signée du colonel Pierre de Jong, en effet souvent présent sur votre plateau et connu pour son style direct. Elle illustre surtout un fait. Pour répondre à votre question, j'ai interrogé 3 militaires dont aucun ne croit réaliste à court terme l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Selon le premier d'entre eux, encore en fonction, cette déclaration relève plutôt de la dissuasion conventionnelle, complémentaire à la dissuasion nucléaire, et qui consiste, selon sa définition, à porter un message ferme pour montrer volonté et détermination. Pour lui, un pas a bien été franchi avec cette nouvelle position française, mais qui consiste peut-être d'abord à répondre à l'agressivité actuelle de Vladimir Poutine à l'égard de l'Occident et à envoyer un message aux pays frontaliers de l'Ukraine, Pologne, Slovaquie, Roumanie, Moldavie ainsi qu'aux pays baltes. Nous sommes là pour vous défendre. Le général Jean-Paul Paloméros m'a aussi confié avoir été un peu surpris hier en entendant la déclaration. Il était en charge des exercices de l'OTAN entre 2012 et 2015. Et pour lui, si une telle intervention au sol avait lieu, elle ne pourrait se faire que sous 2 formats, celui de l'OTAN, 31 pays membres, celui de l'Union européenne, 27 pays. Il faudrait donc qu'il y ait consensus global entre tous ces États, ce qui paraît à ce stade très improbable quand on sait qu'ils peinent déjà à trouver un accord, à s'accorder sur les livraisons d'armes à accorder à l'Ukraine. Alors, si cette intervention devait prendre corps, quels sont les scénarios envisageables ? Emmanuel Macron parlait hier de troupes au sol, mais pour le général Jean-Paul Paloméros, ce ne devrait pas être la priorité. Je le cite, « S'il y a bien une composante qui fait défaut aux Ukrainiens, c'est l'aérien. C'est donc, dans une logique purement militaire, l'armée aérienne qu'il faudrait leur apporter. » Le colonel Pierre de Jong, lui, identifie 3 niveaux de mission. Le premier, pacifique, consisterait à envoyer les soldats de l'OTAN former l'armée ukrainienne en Ukraine, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent, car ce sont les Ukrainiens qui se sont pour l'instant déplacés sur les bases occidentales. Le second serait celui d'un front chaud mis en place par les pays de l'OTAN.
Le principe, il consisterait à envoyer des soldats de l'OTAN sur le front, non pas pour y combattre, mais pour stabiliser la ligne, alors que se tiendraient simultanément des négociations sérieuses entre la Russie et l'Ukraine. Troisième option, en l'absence de négociations, envoyer des troupes directement au combat. Une troisième option qui est à la fois, selon Pierre de Jong, la plus dangereuse et la plus improbable, car selon lui, nous n'y sommes absolument pas prêts. Je le cite, « N'oublions pas que la France a 7 brigades de combat en tout, soit 75 000 hommes environ, et qu'elle est pourtant une des armées les plus aguerries d'Europe, imaginez face à la Russie et ses 140 millions d'habitants. Si Emmanuel Macron veut cela, conclut-il, il faut modifier grandement le budget de notre défense. »